Journée internationale des droits des femmes en ce 8 mars et je vous propose à présent de visionner notre entretien exceptionnel avec l'actrice et chanteuse franco-iranienne Golshifteh Farahani, porte-voix du mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran, également très engagée pour la liberté des femmes au sein du cinéma en France. Regardez. L'invité du jour, c'est chaque vendredi à 20h10, heure de Paris, dans Au cœur de l'info. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Golshifteh Farahani, actrice et chanteuse franco-iranienne. Bonjour Golshifteh Farahani, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous recevoir en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, à plusieurs titres d'ailleurs. On va évoquer ensemble la seconde vague du MeToo du cinéma français, mais surtout évoquer ensemble évidemment la condition des femmes en Iran et ce mouvement Femmes, Vie, Liberté qui survit envers et contre tout et dont vous êtes l'une des grandes voix à l'international. En écho d'ailleurs à ce mouvement, vous avez livré tout récemment votre témoignage aux côtés de 15 autres femmes dans un livre qui vient de sortir, Nous n'avons pas peur, le courage des femmes iraniennes, de Nathalie Amiri et de Güzen Tekel aux éditions du Faubourg. Revenons tout d'abord brièvement sur le MeToo, cette seconde vague du MeToo du cinéma français, qui connaît donc depuis le témoignage de Judith Godrèche un nouvel élan. Nombre d'actrices ont à nouveau, à sa suite, brisé le silence. Votre regard tout d'abord sur ce que beaucoup décrivent comme un fléau systémique au sein du cinéma et notamment en France. En fait, je crois ce mouvement-là, c'est extraordinaire parce que ça protège les femmes qui n'ont absolument pas de protection dans leur vie. Les femmes dans les usines, les femmes dans les milieux où ils ne sont pas protégés. Et s'il y a un patron qui va faire un geste, qui va dire quelque chose qui a mal, si cet homme-là pose une question à cause de cette vague, à cause de cette pierre qui a été jetée dans l'eau, les vagues qui sont créées, ce mouvement a gagné quelque chose. Et ça, moi, je suis très optimiste et très, très heureuse de tout ça. Vous pensez que quelque chose s'est ouvert? Bien sûr, bien sûr. Durant la dernière cérémonie des Césars, justement, ce discours de Judith Godrèche a été, on l'a vu, bien accueilli, mais peu d'autres acteurs s'en sont fait, disons, le relais. Vous l'avez fait dans votre propre discours au César, insistant sur la nécessaire sororité, mais on sent une sorte de gêne, de retenue de la part de certains membres de cette profession sur ce sujet. Comment vous l'expliquez? Moi, je pense ce qu'on vit maintenant avec ce mouvement-là, c'est pas une bataille entre les femmes et les hommes, c'est une bataille de genre. C'est les batailles des femmes et des hommes contre l'ignorance. Alors, moi, je crois les paroles de Judith Godrèche étaient tellement fortes que je crois, peut-être après ça, c'était difficile de dire autre chose. Elle a tout dit. Et vraiment, le moment, quand on était dans la salle, c'était très émouvant à vivre, ce moment-là. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre ce mouvement-là et le rendre comme une bataille entre les femmes et les hommes. Parce que ce n'est pas moi, avec le mouvement, spécialement en Iran, j'ai eu beaucoup plus d'hommes dans le monde entier qui nous a soutenu le mouvement que les femmes. Ça veut dire qu'on peut avoir les femmes misogynes exactement pareil que les hommes misogynes. Alors moi, je trouve profondément que on est main dans la main. Moi, j'ai besoin de mes frères pour défendre la femme. Moi, j'ai besoin de l'homme pour défendre la femme. Alors c'est pour ça que je donne toujours ce message d'être unis. On est ensemble, on est au-delà de notre genre, au-delà de nos nationalités, au-delà de nos religions, tout cela. Il est temps de réunir au lieu de se séparer. Et c'était le sens de votre intervention au César. On va avoir l'occasion d'y revenir. J'aimerais donc à présent que l'on reparle de la condition des femmes en Iran et de ce mouvement Femmes, Vie, Liberté qui a éclos, on le rappelle, dans le sillage du décès de la jeune Mahsa Amini en 2022 suite à son interpellation brutale par la police des mœurs. Événement à l'origine de manifestations à travers le pays et d'innombrables actes de défi de la part des femmes iraniennes dans l'espace public. Avant de parler spécifiquement de votre engagement au sein de ce mouvement, j'aimerais évoquer un épisode de votre vie personnelle. Adolescente, vous avez été attaquée à l'acide par un homme qui vous jugeait insuffisamment couverte. Vous vous en sortez avec quelques brûlures à la main, mais à la suite de cet épisode, vous décidez, pour pouvoir vous promener libre dans les rues de Téhéran, de vous raser la tête, de vous bander également la poitrine, de vous faire même appeler Amir, si je ne me trompe pas, durant la nuit. Qu'est-ce qui déjà, à l'adolescence, parce que vous aviez une quinzaine d'années, qu'est-ce qui déjà, à l'adolescence, vous a donné cette force de vous opposer à l'ordre établi en Iran ?
Moi, je trouve les femmes qui sont nées en Iran ou les pays où ils ne sont pas protégés par la loi, on est né avec certaines forces. On est né avec certaines informations qu'il faut qu'on survit, quoi que ce soit. Même si on n'est pas protégé, il faut qu'on reste concentré et on survit. Et moi, tout ce que j'ai vécu, les harcèlements sexuels, les harcèlements, tout ce que j'ai vécu à l'enfance, à l'adolescence, pour moi, c'était comme une partie de notre banalité, de notre vie. Et il fallait esquiver, survivre. Donc sur le coup, ça ne vous a pas forcément on n'a pas la chance d'être traumatisé. On n'a pas la chance d'être déprimé. C'est que je l'ai vécu, c'était quelque chose qui s'est rentré dans la profondeur de mon âme quand même. Mais j'ai continué à vivre. Et là, on parle de ça ici beaucoup, spécialement là en ce moment en France, mais je ne l'ai jamais regardé comme un grand événement. Le plus grand événement de ma vie, c'est l'exil, c'est de partir de mon pays. Mais c'est ça, c'est que je crois que les femmes en Iran et les pays qui ne sont pas protégés par la loi, ils sont nés avec certains pouvoirs magiques, je peux dire, qu'on n'a pas la chance. Il faut qu'on survive quand même la vie. Et avoir cette capacité d'adaptation. Oui. L'exil, justement, vous en parliez en 2008 du fait de vos prises de position et notamment de votre apparition lors d'une conférence de presse à New York, tête découverte pour la promotion du film de Ridley Scott. Le pouvoir iranien décrète à votre encontre une interdiction temporaire de sortie du territoire et vous confisque votre passeport. Vous parvenez in extremis à quitter le pays, mais depuis, vous vivez en exil. On imagine la violence que cet épisode a généré en vous. Oui, l'exil, c'est particulier comme expérience. Il n'y a pas beaucoup de gens dans notre monde qui ont la chance de justement le vivre et vraiment le comprendre, parce qu'on ne peut pas le comprendre tant qu'on n'a pas vécu. L'exil, ça arrache une grande partie de l'âme. On dirait que 9/10 de notre âme reste et 1/10 sort. Et on doit reconstruire avec cette mèche de cheveux de l'ADN qu'on a, une mémoire qu'on a vécue déjà de 9/10 de notre vie dont on a vécu avant. C'est dur à s'exprimer, à dire c'est quoi l'exil, mais en même temps l'exil, ça devient notre force, comme tous les malheurs, les croix qu'on porte, qu'on vit, le poison qu'on respire. On peut choisir d'inspirer aussi le poison ou inspirer une mélodie. Tout ce qu'on prend comme douleur et la peine, on peut le transformer dans la création, dans l'amour, dans l'art, tout ce qui donne quand même l'inspirer les autres, donner l'espoir aux autres, imagination aux autres, d'avoir une nouvelle vie, d'autres vies. Ça a eu un impact important sur votre vie, sur votre construction personnelle en tant que femme? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis une âme handicapée pour toujours. Mais je dis toujours qu'on va à Paralympique, on joue autrement, on vit autrement. On va jamais, même si là je retourne en Iran, mes blessures vont pas être guérir. En vrai, c'est une blessure qui va jamais être guérir. C'est une blessure éternelle, mais ça devient une partie de nous. C'est nous. Depuis, donc, vous vivez à l'étranger, vous poursuivez votre carrière à l'international, une 60aine de films. Vous êtes devenue au fil des ans la porte-voix des Iraniennes à l'étranger et des Iraniens en quête de liberté. Ce statut dans lequel vous avez été propulsée, ou vous êtes vous-même aussi propulsée, c'est une grosse responsabilité? Oui, oui, parce que nous, on a essayé de faire l'écho aux gens qui, leur voix, on ne peut pas l'entendre. C'est ça qu'on a fait. Le diaspora iranien, pendant la révolution Femmes, Vie, Liberté, on a essayé de juste crier ce qu'on entendait de l'autre côté. On n'a pas ajouté ce qu'on pensait, mais c'était juste transformer. C'est comme aussi traduire culturellement. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire parce que quand même, j'ai vécu 16 ans ici, en Occident. Et c'est dur, des fois, on ne comprend pas les nuances culturelles, on ne comprend pas certaines choses. Même ici, là, on ne peut pas comprendre qu'on peut mourir dans la rue si on ne porte pas le voile. C'est dur à comprendre. Alors, il faut traduire, pas seulement les mots, mais les nuances.
c'est ça que j'ai essayé de faire et j'ai essayé de le faire avec beaucoup d'attention et beaucoup de responsabilité, justement. Votre père avait été convoqué en 2012 par la police en Iran. Est-ce que votre famille, vos proches sont inquiétés aujourd'hui du fait de vos prises de position? Mon père a été... En fait, son travail a été menacé et il était quand même l'influence... Oui, quand même l'influence de... aussi moi, parce que aussi le gouvernement, il ne sait pas comment gérer cette histoire au début même. Alors oui, il y a un impact, mais vous savez, même quand moi je paye le prix fort, le prix cher, eux aussi ils payent un prix. Ils m'ont toujours soutenu, même si au début en 2008 et après en 2012, c'était pas facile pour eux de vivre ces vagues médiatiques, ces attaques, ces menaces. Mais à la fin, on est toujours unis et ils sont derrière moi. Je sens leur présence quand même. Est-ce que vous pensez avoir été un exemple pour les jeunes femmes iraniennes d'aujourd'hui, avoir montré qu'une autre voie, autre que celle de l'obéissance aux règles établies, est possible? Je crois aujourd'hui, dans notre monde entier, s'il y a un exemple, c'est les femmes iraniennes et les hommes iraniens, en fait. C'est tout ce qui bat pour la liberté et ils payent le prix plus cher qui est la vie. L'exemple qu'on vit là, on se bat aujourd'hui pour la liberté et l'égalité, c'est l'Iran. En fait, c'est la fleur où on peut voir carrément ce qui se passe, le combat de l'humanité pour la liberté. Ça se passe en Iran et bien sûr dans notre monde, là en ce moment, qui est un monde malheureusement qui est assez sombre, assez obscur, avec toutes les guerres qu'on vit, les crises économiques, les crises sociales. Mais moi, la femme iranienne, c'est Mahsa Amini, Nikosha Karami, tous les martyrs de cette révolution sont les exemples de combat pour la liberté. Vous dites de cette nouvelle génération de jeunes femmes et de jeunes hommes en Iran qui se révoltent contre le régime qu'elle est irrévérencieuse, qu'elle ne craint rien. 1 an et demi après les premières manifestations anti-régime qui ont donc suivi la mort de Mahsa Amini, vous avez le sentiment que cet élan n'est plus, s'épuise? Je crois qu'on a des formes de révolution différentes dans les pays différents. Ce qui se passe en ce moment en Iran, c'est une révolution silencieuse. Ça veut dire que la révolution est en cours, ça se passe, mais ça travaille sur les racines de dictature. C'est pour ça qu'on ne l'entend pas. C'est comme l'eau salée qui rentre dans la terre et sèche les racines de dictature. Oui, si on veut écouter ou voir, peut-être on ne voit rien, mais ce qui se passe avec les femmes qui ne portent plus le voile, pas seulement à Téhéran, mais dans tout l'Iran, dans les petits villages, c'est humiliation complète, absolue de régime, de dictature, parce que quand même, l'oppression de la femme, c'était leur ligne rouge, c'était leur slogan. Mais là, ils tolèrent quand même. Et ça, c'est le début de la fin. Donc on ne pourra plus revenir en arrière. Jamais de la vie, jamais de la vie. C'est une vitre qui est cassée, cette voiture ne va pas aller très loin, c'est une monstre sans jambes, il ne peut plus marcher, ça y est. Aux dernières législatives, qui était la première élection en Iran justement depuis la mort de Mahsa Amini, il y a eu un taux d'abstention record, on imagine que ça ne vous a pas surpris? Même le taux qu'ils donnent, en fait, c'est une blague, c'est une propagande. Nous, les Iraniens, on sait, on est sûr qu'il n'y a même pas 10% de la population qui ont vraiment participé. Mais bon, ils disent 40% quand même, c'est assez généreux et je crois que c'est quand même une blague. Mais bon, je crois que les régimes propagande comme ça, qui sont basés sur la peur et la propagande et l'image, créer l'image, quand même, c'est devenu un peu très ridicule et personne n'achète ces mensonges. Actrice engagée, vous avez donc prononcé ce discours remarqué au César pour la paix. L'Europe a mal, avez-vous dit, le Moyen-Orient a mal, les extrêmes arrivent à nous séparer et nous faire croire que nous sommes des ennemis. Comment on en est arrivé là? On oublie, je crois, l'humanité oublie le Covid. Il oublie que Covid n'a pas choisi entre nous, les êtres humains. Quand il y a une catastrophe naturelle, il ne choisit pas. Et nous, on crée les guerres. Les guerres. Et on a oublié qu'on est unis quand même. On est l'humanité. Ce qui compte, c'est l'humanité, c'est les valeurs humaines. Mais nous,
on continue à se battre, on continue à dépenser les vies, l'argent, l'énergie pour tuer l'un et l'autre, pour les bouts de terre. Mais on a oublié la terre en total. Et moi, je trouve, là, oui, la dualité, c'est ce qu'on fait le plus, ce qu'on donne le plus souffrance dans notre vie, la dualité et séparation. Et ça, c'est à cause des extrêmes qui créent ça, qui injectent ça dans l'âme de l'humanité. Mais quand même, il faut être une bougie, il faut être la lumière, briller dans l'obscurité et appeler que nous, on brille tous et on donne la lumière à cette obscurité, et quand même reconstruire une nouvelle monde où il n'y a pas autant de l'absurdité de l'humaine et de la testostérone, justement, qu'il faut qu'on invente une nouvelle monde. Et on va justement finir cette interview sur cette note d'espoir. Merci infiniment, Golshifteh Farahani, d'avoir été notre invité au cœur de l'info. Restez avec nous sur France 24. Prochain point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes.